Je me présente, Amel Mamdi. Moi, je suis data scientist. J'ai eu mon doctorat depuis 2016. Peut-être que je suis très jeune par rapport à vous. Ok, je suis consciente. Je suis cofondatrice d'une boîte qui va automatiser la comptabilité française et internationale Bunker. Et je suis professeure associée en sciences des données avec I20City School for Artificial Intelligence and Business and Ethics à Paris. Je suis le winner, donc c'est moi que j'ai gagné en 2020 le meilleur prix à l'Union européenne pour l'automatisation et la création d'intelligence artificielle pour les journalistes avec France Télévisions. Comment j'y arrivé, quel service que je l'avais utilisé et comment l'intelligence artificielle a changé et a créé de l'innovation dans les secteurs de médias européens et spécialement avec France TV. Donc, moi, je ne parle pas beaucoup technique parce que je vois que le sommet n'est pas fait exactement que pour les techniques, mais je passe à l'action et peut-être que ça va faire le lien avec Salma tout à l'heure, que je le félicite déjà pour les capacités qu'elle a pour vulgariser un peu les techniques pour qu'elles soient compréhensibles pour tout le monde. Je commence. Comment je peux ignorer ça? Voilà. Donc, j'explique comment, comment j'interviens déjà dans le cadre de France Télévisions. Moi, je suis recrutée à titre de data scientist, leader data scientist pour la mise en place des DAIA. DAIA, on a choisi ensemble, donc il n'existe pas DAIA avant mon arrivée à FTV. DAIA, c'est data et intelligence artificielle dans le secteur du média. Je commence et je choisis de commencer par le service des speech to text parce que je vois que c'est à partir d'ici qu'on peut démarrer et parce que tout simplement, si on commence par les speech to text, on peut attaquer n'importe quel autre service de programme média. Donc, je travaille avec le programme et pas avec le numérique. Donc, j'ai classifié les données de 5 chaînes avec Radio France pour 4 classes, les données des news, les données des films et des séries, les sports et tout ce qui est documentation. J'ai commencé par le benchmarking des différentes API des speech to text disponibles sur le marché et qui comprend les Français. J'ai benchmarké sur 24 API pour faire sortir parmi eux que 12 API que peut répondre aux Français avec un peu de dialecte. Et là, j'avais remarqué que la plupart d'entre eux, et que c'est étonnant, que Microsoft, Google, entre guillemets, tout ce qui est GAFA, ne répond pas aux Français et surtout lorsqu'il s'agit du film, lorsqu'il s'agit des séries, lorsqu'il s'agit des sports, news et documentaires, d'accord, mais les restes non. Et du coup, il n'y a que les boîtes françaises comme Vocapia, comme Speechmatics par exemple, qui répondent parfaitement au contenu français. Donc là, je reviens en discussion que vous avez tout à l'heure. Est-ce que c'est le temps de démarrer pour parler des dialectes tunisiens? Ben oui, c'est le temps. Il n'y a que nous qu'on peut vraiment créer de l'intelligence artificielle pour le dialecte français. Donc, suite à ce benchmarking, j'avais remarqué qu'il n'y a que 4 API qui répondent au contenu et que ces 4 API ne sont pas tous performants pour le même contenu. C'est-à-dire qu'on peut trouver une API qui peut répondre parfaitement au contenu des news, mais qui ne peut pas répondre au contenu des fictions. Et ça arrive parce que le modèle, il est entraîné sur certains types de données. D'où les problèmes. Donc, comment j'ai commencé? Je choisis d'avoir 4 API, que 4 API à partir de 24, et que j'enchaîne chaque API pour chaque type de contenu. Donc, on est sur la presse, OK. Donc, et c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai créé l'API Management. L'API Management, elle décide d'orienter selon les requêtes. Lorsque les contenus arrivent des services de news, donc, j'appelle l'API qui est performante pour répondre au contenu des news. Et là, on génère des transcripts spécialistes pour les news. Cette stratégie, elle est performante, mais elle est très coûteuse. Donc, le coût que je l'avais remarqué ici, c'est le coût que tout simplement le même contenu, le même API qui a répondu avec des contenus de TF1 ne répond pas sur du contenu de France 3.
tout ce qui est régional, ne répond pas lorsqu'on a un profil un peu international, pour ne pas dire étranger, donc quelqu'un international qui parle dans un reportage dans les news de France 3, parce que tout simplement, d'une part, il parle l'accent, d'autre part, il a son propre accent avec l'accent du Sud. Donc là, l'intelligence artificielle, elle ne comprend rien. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a détecté. Donc si les Français déjà, et nous, tout le monde, on a l'idée que vraiment le dialecte n'a pas d'impact et c'est clair qu'on comprend bien, ben non, l'intelligence artificielle, elle est à 0% capable de comprendre lorsqu'un Marseillais parle et qu'il est énervé. Donc là, il n'y a pas carrément de performance. Avec ça, si on continue sur la même stratégie pour proposer API pour chaque service, on a les problèmes de maintenance. Donc, lorsqu'on va maintenir un API, on doit maintenir tous les restes, et ce qui provoque beaucoup de temps pour les charges de développement. En même temps, les coûts, si on décide soit d'implémenter, soit d'acheter et de consommer, donc les coûts des 4 API, moi je cite que 4 exemples là, imaginez, on peut classifier sur combien en fait les contenus qu'on a dans les chaînes médias ou radio. Donc là, autant de contenus, autant des API qu'on a. Donc la solution est que je travaillais, j'avais recruté avec moi une spécialiste linguistique, Carole Mayer, qu'on a travaillé ensemble pour préparer un corpus à partir de l'INA. Donc l'INA, c'est l'organisme responsable de l'archivage des données des médias françaises, et que j'ai accédé à l'INA pour avoir toutes les données qu'on a depuis des années, parce que chaque chaîne a le droit de stocker ces données que pendant un an. Pour moi, un an ne sont pas suffisantes, parce que tout simplement, je cherche des données qui ont en même temps minimum 500 heures de parole continue pour des femmes, des hommes, des enfants, que lorsqu'on parle, il y a du bruit, que lorsqu'on parle, parfois on est dans un environnement closed, fermé, parfois on est dans la rue, et que lorsqu'on parle en même temps, il y a 2-3 personnes qui parlent en même temps. Donc, ce sont les critères de recherche et de construction du corpus. Donc, si on veut produire ou bien on veut parler de notre dialecte tunisien, je fais les liens, il faut que les corpus qu'on les choisit soient vraiment très homogènes. Là, on a entraîné notre API Selected, qui était, donc maintenant ce n'est pas caché, elle était déjà publiée, qui était l'API des Speechmatics, qui est moins performante côté fiction, parce que dans les séries, les films, il y a le jeune qui parle et qui utilise des termes qui est carrément loin de français, par exemple, peux-je t'aider? Donc, est-ce que je peux t'aider? Donc, ça n'a rien à voir avec le grammaire et les conjugaisons des phrases. Donc là, l'NLP n'est pas compétent au même temps de détecter même les sujets et les verbes. Donc, dans ces cas, on a choisi l'API le moins cher, pour vous faire un petit retour d'expérience, l'API le moins cher, que leur corpus n'est pas bien entraîné, et on a travaillé sur ces corpus-là pour le faire entraîner sur le dialecte, et qu'on a testé les solutions avec la directrice de France 3, qu'on a travaillé, utilisé notre API au moment du sous-titrage de données, mais n'est pas en temps réel. Parce que tout simplement, les sous-titrages qu'on a fait, il répond après 4 secondes. Or que les temps réels, lorsqu'on parle de temps réel, on parle de 2 au maximum 3 secondes. Ça, c'est côté exploitation. Maintenant, côté recherche, j'ai donné le sujet à un labo, donc Paris Sud Télécom, qui est le hasard, donc c'est une chercheure tunisienne qui travaille sur le sujet et qui l'ont construit une API en utilisant le PyCaldi, en se basant sur le corpus français pour générer pour la première fois une API qui répond en même temps au dialecte français et au standard. Donc, suite à ça, et puisque l'API, elle est, on peut dire, performante, elle était utilisée par tous les services des chaînes, l'indexation, l'archive, les sous-titrages, après les trades encore, en fait, on applique un service des trades et après on fait les sous-titrages. Après, avec les services d'indexation, je proposais ne pas s'arrêter au speech-to-text, mais plutôt de stocker les informations avec des données, ce qu'on appelle des données sémantiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui a été passé, je ne sais pas si vous avez l'info ou pas, que France Télévisions, elle a des pénalités, des milliards, hein, parce que tout simplement, elle a utilisé des données qui n'appartiennent pas à FTV pour parler d'un article qui arrive à la pêche et qui arrive très tôt dans la journée et qu'on n'arrive pas à trouver l'image parce que tout simplement, on n'arrive pas à trouver notre propre image parce qu'on n'a pas
le stockage de l'information avec le contenu de l'image elle-même. Donc, on cherche par date, on cherche par nom, on cherche par qui a pris l'image, quel dossier, mais on ne cherche pas, on ne peut pas jamais chercher par le contenu d'image ou bien par le contenu d'une information non structurée d'une façon générale. Donc, ce que j'ai fait là, c'est sur des vidéos, j'applique les speech to text. Et sur les speech to text, j'applique l'NLP, ce qui me permet de détecter les contextes, les keywords, les names entity recognition, tout ce qui est NER, donc les noms des gens, les noms des endroits, si on peut les détecter par les vidéos ou bien par les paroles, les noms par exemple des pays, si on est dans un certain pays, les noms des événements, les gilets jaunes par exemple, l'endroit où s'est Champs-Élysées, qui a déplacé pour le faire calmer sur Emmanuel Macron. Donc l'article n'est pas enregistré par le nom des vidéos, il est enregistré par les contenus. Et donc là, le service, c'est les méta-indexés qui étaient implémentés et utilisés par le service d'index. Et l'idée, c'est de faire coupler le travail du speech to text avec la capacité de l'NLP de traiter le contenu des textes. Si on ne passe pas par le speech to text, on ne peut pas arriver, on peut dire très vite, on peut arriver avec les sounds, avec les sons directement, mais on ne peut jamais arriver avec la même qualité, avec la même précision que l'équipe fonctionnelle m'avait donné. Use case maintenant, et ce que me permet en fait de gagner le prix de meilleure proposition que j'ai touché les débats municipaux. Donc, au cours du débat municipal, je vois que c'est vraiment à tout le monde d'avoir accès à une analyse, on peut dire pour ne pas dire préjugé, hein, de ne pas dire que X, il a son programme droite, l'autre c'est gauche, l'autre, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui va s'intéresser qu'au loisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est santé sur la commune. Ben, j'ai proposé d'utiliser tout ce qu'on a développé, mais dans les cadres des débats. Comment on a fonctionné? Donc, on a commencé par collecte déjà des noms des différents candidats sur les débats de chaque commune, d'avoir des informations sur leur Twitter, d'avoir, comme elle a dit le collègue tout à l'heure, Salma, c'est d'avoir classé les profils, hein, ce qui nous permet après de prédire que le speech, vraiment, il est honnête dans tout ce qu'il est en train de dire, ou bien ça ne reflète pas sa personnalité. Et après, au moment des débats, on a pris tout ce qui est texte, on a appliqué de l'NLP pour nettoyer les données, après pour prédire son sentiment, est-ce que c'est quelqu'un confiant lorsqu'il parle ou bien parce que juste il parle pour répondre à une question. Et suite à ça, on a analysé les sentiments des candidats au moment des réponses. Et on a classifié les paroles, les réponses par le main subject, donc il parle de quel sujet. Est-ce que vraiment les réponses sont confiants ou pas? Est-ce qu'il est confiant au moment de parler ou pas? Est-ce que les réponses, ça, c'était juste de dupliquer les paroles de quelqu'un d'autre? Est-ce que vraiment il est patient, il ne coupe pas les paroles des autres? Est-ce que plutôt c'est quelqu'un, c'est juste qu'il veut arriver à transmettre certaines idées sans avoir intérêt aux entourages autour de lui? Parce que moi, si je veux sélectionner un maire ou au président ou autre, donc je veux quelqu'un qui écoute les gens, donc c'est pas quelqu'un autoritaire. Donc avec l'intelligence artificielle, on arrive à détecter le comportement, behavior, ainsi que les sentiments, ainsi que le sujet de chaque personne. On a associé, pour ne pas être très confiant à l'API, j'ai associé avec l'équipe, et c'est suite à une proposition de travailler sur le face recognition pour tout simplement identifier qui parle quand. Donc, on a les textes, on a les moments et on a à quel moment le face recognition, il a détecté que c'est le candidat X qui parle pour le moment, ce qui nous permet d'associer en même temps l'analyse qu'on a fait avec les personnages. Donc, le face recognition avec les textes analyses pour arriver à matcher et être confiant du résultat qu'on a. Donc, à la fin, et suite à ça, ce qu'on a fait, et c'était publié avec TF1 surtout et avec France 3, parce que je travaille beaucoup sur la partie innovation avec ces deux chaînes, qu'on arrive à analyser les débats par région. Lorsqu'on dit par région, c'est-à-dire on a deux maps,
Et que sur ces maps-là, on dit, voilà, sur cette région exactement, on trouve en vert, c'est-à-dire tout le monde parle loisirs. Sachant que les débats, ils sont commencés en fait en février 2020 et qu'en mars, il y a le Covid. Donc, ce qui est étonnant, qu'était pratiquement 40% des candidats, ils ont parlé de santé. Et lorsque le Covid commence à apparaître, tous les programmes commencent à être changés et on trouve 90% des gens qui ont changé de programme pour parler de santé. Et donc ça reflète que le programme n'est pas prêt un mois à l'avance, que personne n'a déjà anticipé la situation, qu'il a parlé de la situation, on peut dire, la capacité de son équipe, hein, médecins ou infirmiers ou pharmacie ou autres pour gérer la situation des Covid. En même temps, on a visualisé sous forme des textes, les mots qui se répètent généralement, et avec le programme, est-ce qu'il est orienté loisirs, est-ce qu'il est orienté santé, est-ce qu'il est orienté éducation, etc. Parce que ce qui m'intéresse sur une commune, je suis une maman, j'ai des enfants, donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir développé, par exemple, les centres de loisirs, d'avoir développé les activités pour les enfants, les sorties, etc. Si les programmes, mais ça ne matche pas avec ce que j'attends, je ne peux pas les choisir, je ne peux pas voter pour. Donc, ce qui permet déjà d'avoir une idée sur ce qui est en train de dire et en même temps de ne pas rater les débats, de ne pas attendre 1 heure, 2 heures à écouter des politiciens qui parlent et qui pour la plupart des cas, on ne continue pas à écouter, mais plutôt on écoute quelques flashs. Donc, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir ce qu'on appelle les summaries, ce qu'on appelle les résumés intelligents sur les contenus. Donc, ça, je reviens après pour parler de la partie est-ce qu'ils ont apprécié les politiciens ça ou pas? Ben, dans certaines situations, oui, et dans certaines situations, non, pour des questions éthiques. Et là, je reviens à l'éthique avec l'intelligence artificielle et dans les domaines des médias. Parce que pour chaque brevet qu'on a écrit, pour chaque publication qu'on a fait, on est obligé d'avoir respecté déjà tout ce qui est loi, tout ce qui est RGPD, par exemple, ce qui est mis jusqu'à maintenant, c'est le RGPD, mais les lois qui va être changé dans quelques mois pour être beaucoup très renforcé, et qu'on respecte tout ce qui est éthique et qu'on est conscient que ce qu'on est en train de faire, il touche parfois certains, on peut dire, disciplines éthiques et on est où pour vraiment protéger. Donc, sur l'éthique et les risques de l'éthique dans les domaines de l'IA et le média, ce que j'avais moi rencontré, que malgré que l'intelligence artificielle, elle a beaucoup changé, on a beaucoup en fait développé, on a beaucoup travaillé sur l'implication, sur développer notre propre modèle parfois, d'être en même temps dans les CIR, dans tout ce qui est recherche, en même temps dans tout ce qui est consommation, et malgré ça, il y a surtout les syndics qui interviennent parfois et les responsables, on peut dire, de chaque service qui dit que et qui juge que les travail, ça peut jamais être impliqué dans leur service. Et là, je parle de use case. L'équipe indexation, lorsque je l'avais rencontrée, sont 42 personnes qui travaillent pour le 5 chaînes. Les 42 personnes, le minimum d'âge parmi eux, c'est 51. Minimum. Et parmi eux, il y a des gens qui travaillent pendant 20 ans sur ce service. Et moi, je propose un service de l'intelligence artificielle qui est tout simplement pour automatiser leur quotidien. Donc, en 2 mots, pour mettre les gens au chômage. Sachant que pendant 20 ans, ils font que ça. Donc, ils ne peuvent jamais faire autre chose. Donc, ça, ce qu'on appelle les jobs will become scarce. Donc, ça, c'est parce que tout simplement, leur travail, ça peut vraiment avoir le risque de perdre un travail que ne peut jamais le remplacer. Le mec, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 23 ans, il a 51 et depuis 20 ans, il est sur ce boulot. Donc, ça impacte déjà l'ambiance des gens, ça impacte la communication avec l'équipe de l'intelligence artificielle, avec Daya, que l'équipe indexation, par exemple, il refuse parfois d'avoir des données ou bien de donner déjà des informations correctes, de consacrer un peu de temps pour automatiser leur service, parce que tout simplement, on est là pour le faire supprimer, pour virer les gens, pour le mettre en chômage, etc. Donc,
les questions éthiques qui se posent là, avec l'intelligence artificielle, comment on peut dire que l'intelligence artificielle, elle ne va pas supprimer, mais plutôt elle va renforcer la capacité de l'être humain. Et là, je réponds après. Après, l'intelligence artificielle, elle a le problème que les gens ne sont pas autonomes. Et ça, j'avais détecté avec les transcripts que parfois on est dans un reportage, donc on envoie le contenu et que le contenu doit être publié après des heures maximum. Donc pendant ces des heures, normalement, il y a des gens qui sont à l'écoute pour faire les transcripts. Là, il y a le service de l'intelligence artificielle qui, avec l'intelligence artificielle, malgré qu'on a de l'intelligence artificielle, les taux d'erreur est plus grand que les taux d'erreur lorsqu'on travaille à la mano, donc d'une façon très manuelle. Donc, ce qui explique que l'être humain, il compte beaucoup sur l'IA de telle façon, lorsqu'il est à l'écoute, il ne fait pas attention à certaines fautes de grammaire et d'orthographe. Et ça, c'est vraiment les pratiques qui prouvent qu'il y a 20% de cas où les transcripts ils ont plus de erreurs que les transcripts qui sont faits à la mano. Ça, c'est après le passage de l'être humain. Ce n'est pas que l'IA, elle ne répond 20%. Donc, l'IA, elle répond pratiquement à 30, 40% moins que l'être humain correct. Mais l'être humain, après l'intervention, l'expert, après l'intervention, il intervenir, mais il compte beaucoup sur l'IA. Donc là, on est sur le biais cognitif. Et que la machine elle a le risque de dépasser en fait la capacité de l'être humain. Et ça, on a évoqué en fait cette situation ou bien continue lorsque on a des différents reportages qui arrivent partout et que l'intelligence artificielle, elle offre en même temps pratiquement 30 transcripts sur des reportages différents partout et qu'on n'a pas le staff suffisant pour répondre à ces 30. Donc, on a dit, oui, d'accord, on va sortir en même temps parce qu'on a des liens derrière, on est vraiment sécurisé côté rapidité du travail, on a les différentes équipes qui intervenir parce que tout simplement, il y a le problème à l'église, en même temps qu'il y a le problème avec les gilets jaunes, en même temps, il y a le Covid, en même temps, il y a l'autre qui était sur un sujet documentaire dans tel pays de l'Afrique. Donc, en même temps, il y a plusieurs sujets qui arrivent à un temps X. L'IA, elle est capable de répondre, mais l'être humain, il n'est pas capable de corriger derrière. Et là, on ne sait pas, est-ce qu'on avance un peu plus, est-ce qu'on augmente notre charge des reportages, de travail, on peut dire, en temps réel, ou bien est-ce qu'on s'adapte à la capacité de l'être humain que les staffs n'est pas suffisant pour répondre aux questions de l'IA, ou bien aux besoins de l'IA. Donc, sur ces trois problèmes de l'éthique, j'ai identifié 3 niveaux où l'intelligence artificielle ou bien tout ce qui est comportement non éthique peut être arrivé. Et ça, ces définitions, donc on est arrivé à les définir avec les syndics d'IFTV, qu'à n'importe quel modèle de l'intelligence artificielle, à n'importe quel API de l'IA qu'on va l'utiliser, on doit respecter pendant ces 3 niveaux. Donc, on commence par le moment où on va créer notre modèle. Donc, comment le modèle il va être implémenté, ça c'est important. Il ne faut pas que ce soit des boîtes noires. Là, j'explique en détail. Donc, il ne faut pas qu'il s'agisse de boîtes noires. Il ne faut pas que lorsqu'il me dit que ce n'est pas confiant, j'arrive pas à analyser pourquoi il a dit qu'il n'est pas confiant. Pourquoi lorsqu'il a dit, il parle mais il est triste, pourquoi il a dit triste? Il faut que je donne des explications réelles, techniques sur le fonctionnement des modèles. Il ne faut pas que je compte sur mon modèle. Donc, ce qui nous permet de dire il ne faut pas honnêtement travailler beaucoup avec tout ce qui est deep learning. Parce qu'avec tout ce qui est deep learning, il s'agit de boîtes noires et qu'on ne peut pas jamais, dans certaines situations, être à 100% confiant des réponses qu'on va lui donner. Donc, on peut analyser ce qu'il passe, on peut prédire qu'il a dit confiant pour telle ou telle raison en analysant les couches qu'on a, les modèles qu'on a, les différents paramétrages de notre modèle, mais on n'était jamais capable à 100% de dire ou bien d'expliquer certaines situations où réellement on attend d'autres résultats. Donc ça, il faut intervenir au moment du modèle. Le deuxième niveau, c'est les moments des data, parce que tout simplement, on a remarqué que certains API ou bien certains modèles, ils répondent parfaitement à certaines situations, mais ne répondent pas aux autres. Et là, on est sur les ethical data problems. Donc, lorsque on entraîne un modèle sur certains types de données, lorsqu'on lui donne que certains types des données, certaines catégories des données, certains keywords
pour notre modèle, lorsqu'on va lui donner des autres données, il n'était jamais capable de répondre ou bien il n'est jamais capable de donner des réponses correctes. Et là, il faut vraiment, lorsqu'on développe, et parce qu'on a développé au début des API qui s'adaptent au français standard et qu'on a des problèmes avec des autres chaînes qui ont, nous, ça fait partie de votre groupe, mais on n'est pas là. On n'est pas là par notre data, on n'est pas là par notre fonctionnel pour que votre IA répond à notre besoin. Donc là, il faut vraiment démocratiser les données, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on compte si on est dans un groupe ou bien si on est dans un travail collaboratif ou bien société ou bien peu n'importe, il ne faut pas qu'on compte sur des données spécifiques parce que tout simplement, derrière le résultat qu'on va les trouver, elle ne va jamais être elle ne va jamais répondre aux besoins de tous les services. Et après, comment l'intelligence artificielle a été utilisée? Et là, parce que tout simplement, on a utilisé les données du tweet. Et sur les données du tweet, on a analysé les comportements, les commentaires des gens. Est-ce qu'ils sont vraiment pour? Est-ce qu'ils sont contre les tweets que les candidats il a passé par exemple la veille, donc hier avant le débat. Suite au débat, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce qu'ils sont changés? Est-ce que plutôt avant il est à 50% les gens satisfaits de son speech et aujourd'hui il est plutôt après ces débats et après l'analyse que nous on a fait, qu'on a dit plutôt que c'est quelqu'un qui veut faire des programmes côté santé, qui s'intéresse aux loisirs, qui est attaché aux communes, que c'est quelqu'un, ça fait 20 ans que c'est la commune, donc c'est pas juste poste politique, c'est quelqu'un qui s'intéresse au travail bénévole, on peut dire, de la commune. Donc, suite à ce speech, suite à ces débats, suite à tout ce qui est médias, qu'est-ce qu'elle a fait les médias, est-ce que vraiment le réseau social, il est impacté par ça ou pas? Donc là, on est how artificial intelligence is used, parce que tout simplement, on a touché un peu la vie, on peut dire, privée de certains candidats et qu'on a, comme elle a expliqué Salma tout à l'heure, on a créé ce qu'on appelle l'arborescence de leurs réseaux sociaux pour avoir, est-ce qu'il y a des influenceurs dans leurs réseaux sociaux? Est-ce que plutôt l'influence, elle arrive de ces réseaux-là ou bien il arrive des débats ils-mêmes? Donc là où ils ont évoqué, où l'intelligence artificielle, elle était utilisée dans notre situation. Après, les problèmes que je l'avais rencontré personnellement et que ça reste un retour d'expérience, qu'on est un peu, on peut dire câblé, on est un peu freiné et qu'on ne peut jamais arriver comme les two powers, comme des grands providers, on peut dire Washington et Pékin comme pays, et comme GAFA et BATX, donc GAFA, donc côté, comment dirais-je, anglophone, et l'autre c'est côté chinois, et que l'Union européenne d'une façon générale, avec les petits pays qu'on fait un peu de la numérique, à côté, qu'on ne va jamais, avec tout ce qu'on a pour le moment, avec tout ce qui est développé, si on ne prend pas la main aujourd'hui, on va arriver à ce qu'on appelle la colonisation digitale. Et là, donc c'est un grand débat maintenant à l'Union européenne pour vraiment changer et pour sortir et pour encourager, on peut dire, les jeunes qui vont commencer le développement de l'intelligence artificielle à partir de l'âge de 14 ans. Donc, le problème que je l'avais rencontré, qu'on utilise leurs services, on utilise les API qui sont construits par des grands providers qui ne sont et qui ne seront jamais capables de répondre aux besoins qu'on a. Tout à l'heure, vous avez évoqué pourquoi ils sont intéressés aux données des dialectes tunisiens. Parce que tout simplement, je travaillais avec France 24 et dans le cadre de France 24, on a les données français, anglais et en arabe et on a parmi eux les données où ils ont visité les hôpitaux en Tunisie. Et les hôpitaux en Tunisie, la plupart des gens ne parlent pas l'arabe correct. Donc, on est obligé, si on veut tester sur certaines données, de comprendre les dialectes tunisiens, marocains ou autres. Donc, dans ces cas, et pour sortir, on peut dire, de cette colonisation digitale, il faut qu'on commence par ce qu'il est déjà fait. Et tout en construisant notre propre corpus sur des données, on peut dire, ou bien des API avec des startups qui ont d'origine de pays, c'est-à-dire startups ou bien autres qui travaillent en Tunisie pour la Tunisie. C'est pas des startups français, c'est pas des startups anglais, c'est pas peu n'importe. Donc, il faut vraiment que les produits soient à 100%
régionale pour qu'on arrive à répondre, pour que l'intelligence artificielle arrive à répondre à ce qu'on cherche à faire. Donc, est-ce qu'on va avoir des API qui répondent aux besoins ou pas? Est-ce qu'on a des API qui répondent aux données françaises? Pour le moment, oui. Après 2 ans de débat, après 2 ans de travail, on a les API français qui répondent aux dialectes parfaitement autres que les dialectes bretons, que honnêtement, je n'arrive pas à les comprendre, je n'arrive pas à les travailler avec. Mais, pardon, 5 minutes. C'est Oui. possible? Ah, parfait. Allez-y. Voilà. Donc, est-ce que maintenant, et enfin, il faut vraiment qu'on imagine, si on développe de l'intelligence artificielle, qu'elle soit responsable, qu'elle respecte les différentes étapes d'éthique qu'on a citées et qu'elle est au service en même temps des journalistes, mais en même temps de l'humanité, parce qu'on sait bien que nous, tout le monde, on ne donne pas de confiance parfaite à l'intelligence artificielle, aux journalistes d'une façon générale, au domaine média d'une façon générale. On parle beaucoup des influenceurs, mais imagine si l'intelligence artificielle, elle va être mariée, hein, couplée avec les travails du média. Donc, les confiances publiques avec l'intelligence artificielle et les médias va vraiment être baissée et du coup, on va perdre la position des chaînes par rapport aux réseaux sociaux, ce qui arrive déjà. Merci Emel, merci beaucoup. Atik Saha, sujet très intéressant, merci beaucoup. Donc c'est vrai, c'est presque une continuité du premier sujet. On a le temps de quelques questions. Qui veut commencer? Merci Amel, merci Elie. En fait, je voulais savoir, je pense à un moment donné, vous avez parlé d'un brevet. Qu'est-ce que vous avez breveté exactement? Parce que toutes les techniques de NLP, toutes les techniques de NLP que vous avez présentées sont à peu près utilisées par rapport à différentes langues. Donc, qu'est-ce qui est innovant réellement dans ce que vous avez présenté? OK. Qu'est-ce qui est brevetable? OK. Donc, tout ce qui est brevetable, c'est tout ce qui est travail sur les données que les API, pour le moment, on ne peut pas les gérer. Donc, tout ce qui est développement des API qui sont propres au langage, parce que tout simplement, ce qu'on peut dire, dans les données des fictions, dans les données des films, il y a les Français, mais ce n'est pas les Français qu'on est en train de parler. Donc, les Français de Gênes d'aujourd'hui ne respectent aucune règle, ni grammaire, ni orthographe, ni rien. Donc, ce sont des mots qui sont composés à l'envers. C'est ce qu'on appelle le langage des jeunes. Donc, la première chose qu'on a brevetée, que c'est pour la première fois qu'il y a un travail qui s'intéresse à ces langages et que ça impacte la totalité de la société. Donc, tout le monde, on est en face des enfants, on est en face des adolescents qui parlent, qui sont à côté de nous, mais qui parlent des Chinois, que je ne comprends rien de ce que je suis en train de parler. Et pour la première fois qu'on prend ces données, spécifiquement que ces données-là, pour entraîner l'IA, pour qu'elle comprenne ce que nous, hein, les gens des 30 plus, on ne les comprend pas. Ça d'une part. Donc, parce que là, sur l'NLP, il n'y a pas des règles, il n'y a pas des grammaires, il n'y a pas des keywords, il n'y a pas des stop words, il n'y a rien pour dire que l'NLP, là, il est capable de le faire comprendre comme un être humain. Donc là, l'NLP n'est pas capable de comprendre lorsque tu lui donnes pas les données, désolé, lorsque vous donnez pas des données très structurées. Ça d'une part. D'autre part, l'NLP n'est pas capable, les Spacy, l'NLTK, le BERT de Google ne sont pas capables de comprendre que le Valois-Perret, il s'agit des villes. Donc, pour eux, il s'agit parce que c'est composé. Ils ne comprennent pas que Anières-6 sur -6 Seine, il s'agit de même ville. Ils n'ont pas capable de comprendre que Jean-Pierre André, il s'agit tout ça des noms. Donc là, c'est pour l'intelligence artificielle, ça c'est les noms et les prénoms. Donc imaginez avec quelqu'un africain qui s'appelle Kylian, Franck, Julius, Mohamed, Samir, Adam, parce que tout simplement il prend toute la liste. Imaginez l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc elle répond carrément pas. Donc ce qu'on a fait nous, qu'on a fait ce que l'NLP n'est pas capable jusqu'à maintenant de le faire et qu'on a fait pratiquement le même travail que BERT. Donc BERT, c'est l'API encapsulée qui encapsule NLTK et Spacy dedans et qu'elle a été créée par Google après 3 mois qu'on a sorti notre brevet. D'accord, merci, très bien. Merci beaucoup. Une question? Voilà, là.
Bonjour, Fatma Tnani, je suis journaliste. Je voudrais savoir, il y a plusieurs logiciels qui font du speech to text dans toutes les langues, mais en tant que journaliste, je ne trouve pas en fait un logiciel pour moi. Oui. Donc, pour l'utiliser tous les jours avec le dialecte tunisien. Donc, mon travail en tant que journaliste, je prends plus de temps que les journalistes français qui ont ces logiciels-là, et je suis moins performante. Alors, je vois votre travail et je me dis pourquoi vous le faites en fait en France et vous ne faites rien en Tunisie. Ok, j'y réponds Fatma et merci pour la question. Les pires, en Tunisie, à Socra, on a tous les données de tous les chaînes arabes. Et ça, je l'ai appris des France TV, exactement des France 24. Donc, en Tunisie, on a tous les données de tous les chaînes arabes. Donc, on ne peut pas que travailler sur le dialecte tunisien, mais on peut travailler sur le dialecte de tous les autres pays. Donc, Voilà. ça, c'est le pire. Pourquoi en France et pas en Tunisie? Parce que tout simplement, je n'ai pas l'occasion. Parce que je n'ai jamais, en fait, honnêtement, proposé les sujets en Tunisie parce que tout simplement, je vois pour qui, je ne vois pas pour quand, etc. Mais avec France Télévisions, j'ai les réseaux qui me permettent de rencontrer comment on l'appelle, les CTO, Frédéric Brochard, dans le cadre d'une conférence. Et moi, honnêtement, je n'arrive pas d'un domaine, on peut dire, étrange de médias. Moi, je suis, en fait, mon oncle, c'est Sabri Bam, donc je ne sais pas si vous ne les connaissez pas. Donc, c'est l'ancien responsable de Saber, c'est l'ancien responsable des Shams FM, des Tunisna, etc. Donc, Sabri, c'est mon oncle. Et plutôt, on est éduqué par la même maman. Donc, ma maman, c'est la tante de Sabri qui est avec moi jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc, moi, le domaine des médias et le domaine du journalisme, c'est quelque chose dans les vins. Et c'est pour cela que j'arrive facilement à faire ce que les gens dans ces domaines n'arrivent pas à le faire depuis des années. Et sachant que mon travail, c'est pendant un an et demi que j'arrive en fait à mettre la France par rapport à une grande position par rapport à l'Union européenne. Dommage que j'arrive pas à le faire en Tunisie, sachant que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire et que les Païkaldi connaît, donc pour le moment, que je l'avais entraîné sur des dialectes tunisiens. Les données que je l'avais utilisées, c'est les données de YouTube. Sur certains, surtout séries, honnêtement, j'utilisais Chouf les Hal, j'utilisais Nsibti l'Aziza, j'utilisais certains où on a toutes les façons. Et pourquoi exactement ça? Parce que tout simplement, on a toutes les façons de prononciation. Je ne vais pas utiliser que les données, on peut dire, standard, la façon de prononciation Tunis, mais je voulais vraiment avoir, comme je l'ai fait en France, donc je vais le faire en Tunisie. C'est pour cela que j'utilisais ces deux séries. J'utilisais les données des news, de tout ce qui est JT, tout ce qui est Akhbar 13h, après Akhbar 20h, mais que ça donne vraiment des résultats qui n'est pas très bonnes parce que le modèle n'est pas très entraîné. Mais je suis en train de travailler d'un statut, on peut dire, personnel sur le sujet. Oui, mais nous, les journalistes, nous pouvons vous aider. Je veux dire, si vous pouvez nous contacter, voilà, en fait, nous sommes là. Belle collaboration. Voilà. Oui. À tout moment. Une belle collaboration. À tout moment, et vous ne pouvez pas faire que les speech to text. La dernière fois, je suis avec une journaliste de Le Parisien, là, qu'elle veut en fait comprendre les nouveaux concepts pédagogiques que je les mets avec Ivan City, le clinique IA. Donc, on parlera dans un autre temps. Donc, avec le journaliste du Parisien et Le Monde, qui sont très intéressés à ces concepts, que c'est pour la première fois à l'échelle internationale que le domaine de l'informatique, il travaille comme le domaine de médecine. Donc, on travaille sur des projets réels. Les étudiants de premier jour, ils travaillent sur des cas réels avec des startups. Donc, ça, c'est les cliniques. Donc, et dans ces cadres où ils ont utilisé l'API qu'on a développé, parce que je lui ai demandé de le faire installer sur leur portable, et au moment, au lieu qu'elle écrit, comme je pense que vous êtes en train de faire au moment de chaque reportage, au moment qu'elle écrit, je demandé d'utiliser notre API, qui après j'ai des bons retours, qu'elle a pratiquement à 80% les contenus qu'elle veut l'enregistrer au moment des reportages. Très bien. Merci Amel. De toute façon, là, on a besoin des données textuelles, des données écrites du dialecte, parce qu'en fait, on manque de bases de données. Et donc, c'est une belle occasion justement de collaborer ensemble, parce qu'on cherche, nous aussi, qu'on travaille la communauté NLP, on cherche toujours des applications possibles. Et là, c'est une belle source de données. Merci Fatma. Donc, on reste en contact. On va essayer d'échanger les contacts pour des applications futures, Inch'Allah. Merci. D'autres questions?
par rapport au domaine. Je pense que c'est bon. Ben, merci beaucoup, Emel Yatik Saha, pour cette belle présentation. En espérant vous voir à Tunis bientôt pour des applications de contexte tunisien, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Ou à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci. On remercie toute la salle et on va faire maintenant la pause déjeuner. On revient pour l'après-midi pour 3 autres présentations. Yatik Saha. Bon appétit. Merci, Aïchak.